Bonjour à tous, je suis très heureuse d'ouvrir cette séance de Cité Philo cette année, donc à l'île de 2019, sur la question qu'on a intitulée l'Eldorado ou l'enfer, qui se présentera en deux parties. Première partie aujourd'hui, à propos de l'extraction de l'or et de ses conséquences dans la vie des populations et notamment des Indiens, des peuples autochtones qui vivent dans les régions où se passe l'extraction. Et puis, demain, on mettra un peu plus l'accent sur la même problématique, mais en donnant une orientation sur la question des droits des peuples autochtones, parce que c'est très important de savoir que les peuples autochtones ont aujourd'hui des droits reconnus par les Nations Unies. Et donc, nous avons comme invité, je vais vous le présenter tout de suite, Kady Éléonore Johannes, qui est de la nation Kalinia, de Guyane française, qui est la présidente du collectif des Premières Nations de Guyane et la porte-parole du collectif Hors de Question. Elle est très impliquée dans les questions de l'or et elle va nous introduire à la problématique notamment de la montagne d'or, mais également de l'orpaillage illégal. Et vous verrez que c'est un peu important. Kady, comme Juruna, Giliarde Juruna, du peuple Juruna du Xingu, au Brésil, qui va nous parler, lui, il est cacique du village de Murato, au Brésil, dans la Volta Grande do Xingu. Les deux sont arrivés avant-hier, du Brésil, pour vous parler particulièrement de cette question. Donc je pense qu'ils ont fait un très grand effort et il faut savoir que la Guyane est relativement bien reliée à Paris. Mais pour venir, Giliarde Juruna, il a dû changer 6 fois d'avion. Et c'est vraiment compliqué pour arriver à sortir de sa région. Donc tout de suite, je vais un tout petit peu introduire le sujet, puis Kady prendra la parole pour parler directement de cette question de l'or et on fera un petit temps de discussion. Ensuite, je présenterai la question un peu des Indiens au Brésil et de la situation des povos indígenas du Brésil. Et Giliarde parlera. Et nous avons également la très grande chance d'avoir avec nous Ana Zema, qui elle aussi est arrivée avant-hier du Brésil, pour les accompagner et qui fera la traduction. Et c'est très précieux d'avoir la traduction en ce moment. Donc, juste pour situer les questions de l'or, je présente là quelques images qu'on ne voit pas beaucoup, je suis désolée, on faudrait peut-être éteindre l'écran derrière et on a un peu beaucoup de lumière dans les yeux, mais on ne voit pas bien, enfin, ce que je voulais vous montrer dans ces images, c'était les très grandes mines d'or, qui sont des mines d'or à ciel ouvert, qui sont des horreurs absolues du point de vue de l'ambiance et de l'environnement. Et là, tout de suite, pour parler rapidement et laisser la parole à nos invités, c'est important d'écouter les Indiens dire directement ce qu'ils ont à dire. Donc, je vous présente un tout petit peu la Guyane, pour que vous ayez présent l'idée, parce que la Guyane est territoire français depuis 1946 comme département et région d'outre-mer, mais qui a été effectivement colonisé plus tôt. Et dans une population de 260 000 personnes environ, vous avez 200 000 créoles, 60 000 Bushinengués, ce sont les Noirs marrons qui se sont affranchis de l'esclavage en sortant des plantations, et des populations amérindiennes de l'ordre de 15 000 personnes, avec 6 peuples. Donc, Kady est la représentante de l'un de ces peuples. Et les 6 peuples, je ne sais pas combien d'entre vous connaissent le nom de ces peuples, mais je vais vous les mentionner précisément parce que c'est important. Ils font partie de actuellement, ils sont français comme vous et moi, ou d'autres, et ils ne sont pas connus. Donc, il y a les Kalinia, les Lokono, les Paekwene, qui étaient autrefois appelés Palikour. Les Kalinia étaient autrefois appelés Galibi. Les Teko, les Wayana et les Wayampi. Et si vous regardez la carte, vous ne voyez pas très bien, mais vous vous apercevez que tous les peuples sont distribués sur la périphérie de la Guyane. Donc en frontière, à droite, c'est la frontière avec le Brésil, c'est le fleuve Oyapock qui sépare, et à gauche, c'est la frontière avec le Suriname, et c'est le fleuve Maroni. Et Kady vient plutôt du fleuve Maroni, de cette région-là. Voilà. Et donc, je passe tout de suite la parole à Kady, qui va vous parler directement de l'extraction de l'or et de ses conséquences. Merci, Kady. Bonsoir à tous. Merci d'être venus nous écouter. Alors, je vais vous faire une petite historique de l'histoire de la Guyane marquée par l'or, par la présence de l'or. Au cours du
19e siècle et même du 20e siècle, une bonne partie de la population a tiré son revenu de l'exploitation artisanale de l'or alluvionnaire contenu dans les cours d'eau. Cette méthode s'appelle l'orpaillage. Dans les années 2000, des entreprises se créent pour prospecter la terre afin d'y trouver de l'or primaire emprisonné dans les roches. Aidé en cela par le Bureau des recherches géologiques et minières, BRGM, puis arrivent les grandes entreprises qui rêvent d'exploitation industrielle. En 2005, la société Niom Gold a bien cru y parvenir quand elle s'est implantée sur la montagne de Caux, au lieu de biodiversité pour ouvrir une mine à ciel ouvert. Pour les opposants, la lutte a duré 3 ans. Ils ont fini par faire entendre raison à l'État en 2008. Les autorisations de travaux n'ont jamais été délivrées, car le président de la République à l'époque, Nicolas Sarkozy, a mis son veto. Mais voilà que maintenant, de nouveaux conquistadors pointent leur nez, qui ont pour nom Columbus Gold, en référence, je pense, à Christophe Colomb, et Nord Gold. Alors, cette exploitation, Merci. Alors, je vais vous parler du projet Montagne d'Or. Le projet Montagne d'Or, exploité par Columbus Gold et Nord Gold, c'est un consortium russo-canadien, se trouve entre 2 réserves biologiques intégrales, domaniales de Lucifer et d'Écou-d'Écou, et sur des territoires ancestraux des peuples autochtones. Pas seulement ancestraux, mais des territoires sacrés. Car une étude cartographique suivie d'une prospection pédestre ont mis à jour plus de 50 sites archéologiques datant de l'ère précolombienne, dont 15 sites à fossés, appelés aussi des montagnes couronnées, qui à ce jour ne peuvent être expliquées. Et des urnes funéraires ont été découvertes. Alors, pour en revenir à l'exploitation de la Montagne d'Or, c'est près de 12 000 tonnes par an de produits chimiques, dont les plus importants sont 10 tonnes de cyanure par jour, 10 tonnes d'explosifs par jour, et les déchets, 350 millions de déchets miniers répandus sur 400 hectares, retenus par une digue de 50 mètres de haut. Plus de 70% de la population guyanaise sont contre ce projet. Nous avons demandé au gouvernement d'y renoncer. Et durant la campagne pour les européennes, les ministres et le président de la République ont dit que ce projet ne pouvait se faire en état. Et réaffirmation à l'ONU du président de la CTG, de la collectivité territoriale de Guyane, M. Rodolphe Alexandre, qui a réaffirmé que ce projet ne pouvait se faire. Mais pour nous, ce ne sont que des paroles. Aucun écrit officiel. Et parce que les dirigeants du projet comptent bien sur la réforme du code minier pour à nouveau proposer ce projet. Alors qu'il suffirait au gouvernement français de ne pas renouveler la concession historique où ce projet doit se faire. Et justement, lors de la commission des mines du 16 octobre 2019, il n'y a pas très longtemps, dans l'ordre du jour était la prolongation de 2 concessions de la Montagne d'Or, Bœuf-Mort pour 25 ans et Élysée pour 15 ans au profit de la Montagne d'Or. Le président de cette commission, qui n'est autre que le secrétaire général de la préfecture, l'a enlevé de l'ordre du jour. La raison donnée est pour un complément d'expertise juridique. Mais je pense que les opposants au projet Montagne d'Or avaient tellement fait de bruit, de protestation, que le gouvernement a été obligé d'enlever ce renouvellement. Disons que c'est
ce projet de la commission des mines de ce jour-là. Alors, pour en revenir, pour vous dire que si ce projet se fait, si le gouvernement autorise l'ouverture du projet Montagne d'Or, donne son autorisation, c'est la porte ouverte à des industriels miniers qui n'attendent que cela. Il faut savoir que plus de 360 000 hectares de forêt ont été attribués pour les mines. Et si vous regardez bien la date, la carte, vous pourrez voir les drapeaux qui sont majoritaires. Ce sont des drapeaux canadiens. Ce sont des sociétés canadiennes, dites des juniors, qui viennent prospecter les terres de Guyane au profit d'autres majeurs qui vont venir. C'est le cas de la Montagne d'Or. Il y a d'abord la junior canadienne qui est venue prospecter, et après il y a le Norgold, dont plus de 95% des actions appartiennent à un Russe. Et cela, ces mines sont attribuées en commission des mines malgré l'opposition des représentants des peuples autochtones et des organisations de protection de l'environnement siégeant à la commission des mines. La suite, c'est quoi? Alors maintenant, je vais vous parler de l'orpaillage illégal, parce qu'il n'y a pas seulement les miniers qui sont les mines légaux, mais depuis très très longtemps déjà, l'orpaillage illégal existe sur les terres de Guyane. Et les peuples autochtones du Haut-Maroni et du Haut-Oyapok, vous savez que la Guyane a deux frontières naturelles, le Maroni qui sépare la Guyane française du Suriname, et l'Oyapock, le fleuve Oyapock qui sépare la Guyane française du Brésil. Alors, comme on dit, sur le Haut-Maroni et sur le Haut-Oyapok vivent des populations autochtones, les Wayana, les Woyampi, les Teko. Et ces deux fleuves sont impactés par les orpailleurs illégaux qui s'installent là-bas et qui utilisent le mercure. Le mercure qui est interdit par la France et par le Suriname très récemment pour amalguer l'or. Conséquence, les cours d'eau sont pollués par le mercure. La contamination des poissons carnivores, base de la nourriture des peuples de l'intérieur, sont contaminés à leur tour. Alors que propose l'administration française aux populations de l'intérieur? Abstenez-vous de manger de ces poissons. Et que propose-t-elle en échange? Manger du poulet congelé, venu du littoral, ou des boîtes de conserve. Des eaux polluées qui mettent en danger la vie quotidienne de ses habitants. Baignade avec des conséquences sur la santé des habitants, sur la peau, des éruptions, on ne sait pas trop comment les traiter. Pillage des zones de subsistance autour des villages, c'est-à-dire que les orpailleurs clandestins chassent dans les zones de subsistance des villages. Et ces villageois n'arrivent plus à trouver du gibier pour se nourrir. Et de plus en plus de l'insécurité. Et pillage aussi dans ce qu'ils appellent les abattis, c'est l'endroit où ils plantent pour leur nourriture. Et ces abattis aussi sont pillés. Et de plus en plus, ces villageois sont obligés d'aller de plus en plus loin dans la forêt. Et c'est de l'insécurité parce que ces forêts-là les orpailleurs clandestins y habitent, s'installent. Donc c'est très dangereux pour eux. Mais surtout, il ne faut pas penser que la pollution au mercure reste confinée dans le territoire de l'intérieur. Les deux grands fleuves frontières, comme je vous l'ai dit tout à l'heure,
sont impactés par le mercure. Parce que récemment, WWF a fait un rapport sur une nouvelle forme d'impact sur le fleuve Maroni, des barges, c'est-à-dire des barges qui contiennent des instruments pour aspirer l'or dans le fleuve. Et ces barges arrivent accompagnées de pelles mécaniques pour dégager l'emplacement sur la rive et pour aider les barges à s'installer. Et ces barges rejettent l'eau polluée, la boue contaminée dans l'eau, ce qui contamine complètement le Maroni. D'ailleurs, les habitants sur le Haut-Maroni habitent les Bushinengue. C'est un peuple de Noirs marrons qui sont installés principalement sur le Haut-Maroni. Et ils se plaignent de ne plus pouvoir pêcher. Ils disent que les poissons se font rares. Ils ne peuvent plus pratiquer leur mode de pêche traditionnel. Il en est de même pour certains cours d'eau du littoral où des miniers illégaux s'installent. C'est-à-dire que tout près, aux environs de Cayenne, sur la Comté, sur la Prouague, et même tout près de Cayenne, sur la rivière une rivière qui passe à Roura, il y a des orpailleurs illégaux qui s'installent, ils utilisent le mercure. Et le mercure est très polluant, le mercure contamine l'eau. Et je dis que c'est toute la Guyane qui est impactée par cette pollution au mercure. Donc, ça ne reste pas, ce ne sont pas seulement les peuples autochtones qui seront victimes, c'est tous les Guyanais. C'est bon? Oui, juste un petit mot pour la réforme du code, les grandes lignes du code minier. Enfin, c'est une réforme qui date depuis combien d'années déjà? Bon, cette année, apparemment, ça va se faire. Enfin. Ce projet vise à clarifier les objectifs et les principes du modèle minier français, à mieux prendre en compte les enjeux environnementaux et socio-économiques des territoires. Des dispositions spécifiques pour les petits projets en Guyane seront mises en place. Les avis de la collectivité territoriale de Guyane et du Grand Conseil coutumier seront exigés sur les titres miniers et sur les autorisations d'exploitation. Lors de la réunion du 18 septembre 2009 sur la réforme du Code minier, le Grand Conseil coutumier a demandé un arrêt des activités minières car cela représente une menace pour les peuples autochtones, d'avoir un avis décisionnaire dans l'attribution des titres miniers et une interdiction totale de l'utilisation du cyanure sur toutes ses formes. Car si le cyanure était interdit, ça empêcherait les industriels miniers de venir s'installer en Guyane. Mais tant que le cyanure sera autorisé, ils auront la possibilité de venir pour amalgamer l'or avec ce produit, qui est un poison, vous le savez. Je parle de ça, comme tu veux. Tu veux parler ou du conseil coutumier, expliquer peut-être quel est le grand conseil coutumier ou quel est son rôle? Oui. Alors, les peuples autochtones sont représentés par un grand conseil coutumier dont ces représentants autochtones, ces représentants des populations autochtones, ces représentants des populations Bushinengue et 2 personnes qualifiées. Ensuite, 2 représentants des associations autochtones et 2 représentants des associations Bushinengue. Mais il faut savoir que le Grand Conseil coutumier n'est que consultatif. Il est placé auprès de la CTG.
et auprès du gouvernement français. Donc, je sais que le président, enfin, les membres du Grand Conseil coutumier ont demandé qu'ils aient surtout un pouvoir décisionnaire, que ça ne soit pas seulement consultatif. Merci Kadi pour cette présentation. Je crois qu'il faudra que vous réalisiez que tu pourras compléter aussi, que la Guyane française est un des hotspots de la biodiversité française. Cette partie de l'Amazonie, c'est la plus grande région protectrice de biodiversité pour la France et pour l'Europe. Il y a un parc également qui est voilà, un des plus grands parcs naturels qui existent dans cette région d'Amazonie. Et donc, on a comme une espèce d'immense contradiction entre cette volonté affichée de préserver la biodiversité, de lutter contre le changement climatique. On connaît le rôle de la forêt pour voilà, stocker le carbone, par exemple. Et là, on a un déploiement de nouveaux projets. Ce n'est pas nouveau, il y a déjà eu des projets, mais là, il y a une accélération des projets et qui vont poser problème comme vous l'avez entendu, aux peuples autochtones qui sont en très grande minorité sur le territoire qu'ils occupaient historiquement avant que la France n'arrive. Et donc, ce problème de leur association ou de leur non-association plutôt à la prise de décision est un point très, très essentiel et qui doit nous alerter. Et du coup, un des points qui est majeur dans cette lutte contre le projet Montagne d'Or, et grâce à cette opposition, le projet a été temporairement paralysé, comme l'a évoqué Kadi, c'est que la jeunesse de Guyane est rentrée, la jeunesse autochtone de Guyane est rentrée en lutte. Et peut-être que tu peux nous en dire un mot ? Effectivement, lorsque les peuples autochtones ont découvert que le projet Montagne d'Or se trouvait sur des territoires sacrés, ils se sont, comme on dit, mis ensemble. Et la jeunesse, ainsi que les chefs coutumiers se sont réunis pour discuter dire comment on pouvait défendre ce territoire sacré. Et les jeunes se sont mobilisés, soutenus par les chefs coutumiers, et ils ont fait des actions, pas violentes, mais ils étaient déterminés. Et ils disent toujours, je ne sais pas si vous avez entendu parler de Christophe Pierre Yaourana, c'est fondateur de la jeunesse autochtone, qui est à l'origine de la jeunesse autochtone de Guyane. Et il dit toujours que, de toutes les façons, nous irons jusqu'au bout. Que si jamais le projet est autorisé, vous nous trouverez sur le chemin. Vous nous trouverez devant les bulldozers. Et de toutes les façons, comme il aime à répéter, comme nous aimons à répéter, ça ne se fera pas. Ce projet ne doit pas se faire. Ils feront ce qu'ils voudront, mais ça ne se fera pas. Voilà. Tu peux peut-être dire un mot sur le projet, de combien de tonnes de minerais d'or ils attendent, ou combien de kilos Non, mais c'est pas dans le PowerPoint, tu l'as peut-être dans la tête. Les pépites d'or ne sont pas dans ma tête. Tiens, regarde la carte là. Non, c'était l'autre, c'est celle-là. C'est celle-là qu'il faut prendre. Tu peux pas la grandir? Non, elle est sur l'écran. Non, parce que c'est un projet, en fait, il y a toute une discussion, le temps qu'elle retrouve sa carte, il y a toute une discussion sur la rentabilité d'un tel projet,
puisque l'on retire que quelques grammes d'or par tonne de roches explosées. Donc c'est un projet, donc, le projet mine Montagne d'Or est un projet donc, de mine à ciel ouvert qui va donc creuser à l'intérieur de la terre. Et donc ce sont quelques grammes d'or, je crois que c'est 17 grammes par tonne de roches explosées. D'où la nécessité qu'elle a évoquée tout à l'heure de tonnes de cyanure, voilà. Je vais te la donner. Et voilà. Et donc 17 grammes par tonne pour une exploitation qui devrait durer 24 ans au maximum et dont on attend finalement moins de production d'or que si l'on recyclait l'or des téléphones portables, par exemple. Donc, une tonne de téléphone portable, ça donne 200 grammes d'or, alors qu'une tonne de rocher explosé, ça donne 17 grammes d'or. Donc, on pourrait éventuellement penser au recyclage. Voilà, tu as déjà tout dit. Alors, c'est vrai que en plus, pour la fiscalité, c'est juste 2%, selon le code minier actuel. Alors, ce n'est pas beaucoup pour la France. Peut-être avec la réforme du code minier, ils attendent davantage. Retomber en emploi ? Retomber en emploi, ils proposaient 800 emplois dans la phase de construction, 500 emplois en phase d'exploitation. Et on se demande toujours combien d'emplois locaux. Exactement. Et effectivement, là, ils ont mis en place à l'Université de Guyane une licence Valores, c'est-à-dire pour avoir des ingénieurs, des techniciens. Et dernièrement, j'ai entendu un des responsables du projet Montagne d'Or qui disait qu'ils étaient très fiers de former ces jeunes qui pourront travailler non seulement en Guyane, mais de par le monde. C'est-à-dire qu'ils forment des jeunes pour pouvoir aller travailler dans les mines ailleurs. C'est-à-dire qu'une fois que le projet Montagne d'Or sera terminé, si jamais il y a exploitation, que ces jeunes pourront aller travailler ailleurs, qu'ils auront un métier en main. Mais je ne sais pas combien de jeunes seront motivés pour aller travailler 24 heures sur 24 dans une mine à ciel ouvert, parmi les explosifs, parmi les bruits de machines, parce que, comme on dit, il y a, pour le transport, il y a, je regarde le... Ah oui, pour les camions qui vont transporter les roches, 1100 allers-retours journaliers de mégamines pouvant transporter 25 mètres cubes de roches ou 70 trajets par jour. Cela veut dire que les ouvriers qui vont travailler là-bas seront toujours, j'espère qu'ils auront de bons protecteurs d'oreilles, sinon c'est le bruit infernal. Et la compagnie Montagne d'Or a beau dire que ce bruit-là ne va pas affecter l'environnement, c'est faux, parce que tout autour, il y a la réserve biologique, il y a des animaux. Je ne sais pas si ça ne va pas impacter, mais je suis sûre que ça va impacter les animaux qui sont dans cette réserve biologique. Parce que jusqu'à présent, ils n'ont pas eu affaire à de grosses industries minières. S'il y a eu des industries, c'était des entreprises de l'artisanat. Il n'y avait pas de ces grosses machines. Alors, il était question de construire une ligne à haute tension pour alimenter cette mégamine. Et à l'opposition, notre
quand il y a eu tellement d'opposition, ils ont dit que donc, finalement, nous allons travailler avec des panneaux solaires. Alors, nous nous demandons si vraiment les panneaux solaires vont réussir à alimenter cette grosse industrie. Alors, les risques, je vous les rappelle, pollution des rivières et des nappes phréatiques par rejet de cyanure, plus métaux lourds, parce qu'il n'y a pas que le cyanure dans le sol, dans la terre. Il y a du mercure, du plomb, du cadmium, de l'arsenic, par drainage minier acide. Il faut dire que la Guyane, c'est une terre où il y a des multiples cours d'eau, où il y a des rivières, et ils sont tous connectés. Alors si une rivière, si la montagne d'Or pollue la nappe phréatique, si jamais il y a rupture de digue, c'est toute la Guyane qui sera impactée. Et les terres sacrées des peuples autochtones, où se trouve où à l'intention, où le projet Montagne d'Or devrait se faire, ce sont des terres sacrées, parce que, voilà, là, et tout le bassin de la Mana, c'est-à-dire que le projet Montagne d'Or se trouve sur les territoires sacrés des peuples autochtones. Quand on remonte la Mana, on arrive presque sur le projet Montagne d'Or. C'est-à-dire le projet Montagne d'Or se trouve entre la rivière Maroni et la rivière de la Mana. Donc, si jamais ce projet devait se faire, c'est tout le bassin de la Mana qui va être impacté. Et vous savez que toutes les rivières, les fleuves se jettent dans l'Atlantique. Donc, ce sont les populations, c'est toute la population de Guyane qui risque d'être impactée non seulement par le mercure, et si jamais le projet Montagne d'Or se fait, par le cyanure. Merci Kadi. Je pense qu'on peut arrêter la présentation là et répondre à des questions. Alors, on a des micros qui peuvent circuler dans la salle. Et voilà, si vous voulez poser plus, avoir plus de détails sur la manière dont les peuples autochtones sont affectés, en Guyane en tout cas, par ce projet. Bonjour. Alors on est un peu aveuglé. Ah voilà, ok. Pardon, je voulais vous remercier pour votre témoignage. C'est vraiment effrayant ce que vous racontez. Et j'aimerais savoir, en fait, en tant que citoyen, citoyenne, ce qu'on peut faire concrètement ici pour vous aider dans ce combat. Est-ce que, il y a des pétitions qui circulent? Est-ce qu'il y a des associations, vous avez mentionné certains mouvements sociaux qui se mobilisent là-dessus, des associations en particulier qui sont mobilisées sur cette question. Enfin, pratiquement, que faire? Voilà, merci. Pratiquement, que faire? Aller faire pression sur le président de la République qui dise « je ne veux pas » et qu'il fasse un écrit officiel au lieu de parler pendant, comment on dit là, pendant les conférences, pendant les préparations des élections. Ça, ce sont des belles paroles, mais il faut que ça soit écrit officiellement. Tant que, comme on dit, les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Il faut qu'il fasse un écrit officiel pour dire, ou ce qu'il peut faire aussi, il faut qu'il refuse le renouvellement des 2 concessions qui ont été demandées par Montagne d'Or, par les dirigeants de la Montagne d'Or. Il faut qu'ils le refusent. Ce que je ne comprends pas, c'est que à la dernière commission des mines, c'était à l'ordre du jour. Le renouvellement des 2 concessions était à l'ordre du jour pour 25 ans et 15 ans. Alors que le président de la République avait dit que ce projet ne pouvait se faire en l'état, ces administrations dans la DEAL
mettre ce projet à l'ordre du jour avec un accord favorable. Alors moi, je me pose la question de savoir qui commande. Est-ce que ce sont les services de l'État ou c'est le président de la République ou les ministres de l'Industrie? Donc, je ne vois pas trop ce que... Si une fois qu'on a décidé de ne plus faire, que ce projet ne pouvait pas se faire en l'état, que ça ne se fasse pas. Et que je n'arrive pas à comprendre les agissements, les allers-retours de ce gouvernement qui, d'un côté, dit veut protéger l'environnement, et va dans toutes les instances de parlement pour parler de préservation de l'environnement, de la biodiversité, de la forêt. Et à côté de ça, la Guyane, qui fait partie de la France, qui fait partie de l'Amazonie, on laisse la Guyane aux mains des industriels miniers qui vont polluer et le gouvernement est incapable d'arrêter ce projet. Et c'est vrai qu'il y a eu la pétition Sauvons la forêt a dépassé les milliers de signatures. Nous sommes à 30 associations guyanaises, des associations nationales et des associations internationales qui nous soutiennent. Et malgré cela, c'est juste stoppé pour un moment et on attend la suite, comme il dit là, pour un complément d'information juridique. J'aimerais bien savoir c'est quoi cette information juridique pour un complément d'information juridique. Voilà. Moi, Alors, je voulais revenir sur l'orpaillage. Bon, il y a la problématique de Montagne d'Or, il y a la problématique de l'orpaillage illégal, sur l'insécurité qu'on fait régner sur un territoire français, sur le manque de moyens qu'on a pour lutter contre des assassins, on ne peut pas dire autrement, et dire aussi que la souffrance, elle est pour les jeunes de Guyane, notamment pour les jeunes amérindiens, et parler de la problématique du suicide chez les Amérindiens et de toutes les difficultés que la jeunesse rencontre. Ça, vous abordez là un problème très complexe, très difficile. Effectivement, vous avez d'abord parlé de l'insécurité. L'insécurité règne partout, d'abord dans la forêt avec les orpailleurs illégaux, même dans le parc amazonien. Il y a des orpailleurs illégaux, je ne sais plus, j'ai vu les chiffres dernièrement, des orpailleurs illégaux qui sont installés au plein centre du parc amazonien, mais c'est effarant. Et je me dis que la France, qui est une puissance, pourrait faire davantage. C'est vrai qu'il envoie des militaires, c'est vrai qu'il envoie des gendarmes sur Harpie, ce qu'on appelle Harpie, mais ce n'est pas suffisant, il en faut davantage. Le gouvernement français envoie bien des armées ailleurs, ce n'est même pas dans les départements, un département français des pays où il envoie des armées. Ce sont des pays étrangers. Alors je me dis qu'il devrait d'abord s'occuper de son territoire, qu'il devrait d'abord s'occuper de la sécurité de ses habitants, de la France et de la Guyane française, parce que nous faisons partie de la France. Et maintenant, je vais revenir au suicide des jeunes. Comment vous expliquer ça? Ces jeunes sont entre deux mondes.
C'est-à-dire qu'ils ne savent plus très bien, ils n'ont plus de repères, ils ne savent plus s'ils sont autochtones, s'ils sont français. Et je dirais que la France ne facilite pas les choses. Parce que rien que dans l'éducation, dans l'enseignement, les enfants, l'enseignement se fait dans la langue française, alors que ces enfants, les autochtones, ont leur langue. Bon, maintenant, la France fait des efforts avec les ILM, les intervenantes en langue maternelle. Mais pareil, ça ne se fait qu'en maternelle, qu'au début, mais ça devrait continuer. Et quand ces jeunes ne connaissent pas leur histoire, parce que vous savez que l'histoire des peuples autochtones ne sont pas enseignés en Guyane, qu'est-ce qu'ils apprennent dans leur... moi, ce que j'ai appris, nos ancêtres les Gaulois. Alors que ces jeunes ont leur histoire. Nous, peuples autochtones, nous avons notre histoire à nous. Et on aimerait bien que ça soit, comme on dit, enseigné dans les écoles, enseigné dans les universités, et que nos langues aussi soient enseignées. Et pour parler des jeunes qui sont scolarisés à l'intérieur et qu'il n'y a pas de collège, ils sont obligés, ou il n'y a pas de lycée, ils sont obligés de venir sur le littoral. C'est-à-dire, par exemple, je vous donne l'exemple d'un jeune qui habite à Camopi. À Camopi, il y a un collège. Il y a un collège maintenant. Et après, pour venir il faut un lycée. S'il veut venir au lycée, il faut qu'il prenne 4 heures de canot. Camopi, c'est ici. Voilà. C'est ici que le lycée, c'est là-bas. Oui. Ou alors c'est sur la côte. Sur la côte, pour venir se former. Et ils sont mis dans des internats qui, souvent, ne s'ouvrent pas pendant le week-end. Alors, ils sont hébergés par des familles d'accueil qui, bien souvent, ne sont pas de leur culture, ne connaissent pas ces enfants, ou on leur a interdit de parler leur langue. Et en plus, il y a certaines familles qui sont juste là pour récupérer l'argent qui les héberge. Et souvent, on voit des jeunes errer dans les rues de Cayenne. Parce que soit ils ne sont pas bien dans leur famille d'accueil, soit l'internat est fermé le week-end. Et ils retournent 2 fois par an dans l'année scolaire chez leurs parents, dans leur village. Et pour parler des jeunes qui viennent dans les collèges sur le littoral, quand on va dans les collèges, il y a beaucoup de... Je prends toujours le cas de Camopi et de Saint-Georges. Il y a un collège à Saint-Georges. Les jeunes viennent au collège à Saint-Georges à 11 ans, 12 ans. À cet âge-là, on a encore besoin de ses parents. Donc, c'est vrai qu'on demande des collèges qui soient installés dans les villages, mais ça, il faut les moyens, ou il faut, comment on dit, il faut que le gouvernement, enfin, le veuille bien. Je crois qu'il y avait une personne par là qui voulait poser une question. Oui, pour revenir au projet de la Montagne d'Or, on a vu pas mal de drapeaux canadiens implantés un peu partout. Qui sont les véritables interlocuteurs de ce dossier si l'État français ne se manifeste pas ou ne donne pas de nom? On sait qui porte le dossier en face? Oui, c'est la direction c'est la direction de l'environnement, de l'agriculture et
Et du logement, la DEAL. C'est eux qui traitent ces dossiers. Et ces dossiers sont, comment dire, discutés en commission des mines, dont je fais partie d'ailleurs. Je vous dirais que dans la commission des mines, les autochtones, les populations autochtones sont minoritaires, ainsi que les représentants des associations environnementales sont minoritaires. Les miniers sont majoritaires, ainsi que l'administration, les gens qui représentent la CTG, les maires, les gens les orpailleurs, ils sont majoritaires et à chaque fois, s'il y a vote, comment on dit, nos votes ne comptent pas. Ne comptent pas, c'est que en principe, cette commission des mines n'est que consultatif. Et voilà. C'est l'ONF qui n'a pas la voix délibérative. L'ONF ne vole pas, mais les autres votent. Mais ce n'est pas, comment on dit, ce n'est pas contraignant. Le résultat, la dernière réponse revient au gouvernement, au préfet, au gouvernement. Justement, on sait ce qui est promis des deux côtés dans les tractations entre, par exemple, le Canada et la France. On sait ce que se promettent l'un et l'autre? Je ne sais pas. De toutes les façons, jusqu'à présent, selon le code minier, c'est que 2% de la production qui va revenir à la France. Alors, effectivement, pour comprendre un peu ces mécanismes extractifs et les rapports qu'il y a entre une entreprise étrangère et un territoire X, il faut rentrer dans ces systèmes de traités internationaux qui régissent en effet l'exploitation des ressources du sol et du sous-sol. C'est extrêmement peu transparent. C'est des systèmes de traités dans lesquels les droits humains ne sont pas incorporés. C'est-à-dire que ça relève du domaine finalement du commerce et de la régulation du commerce international qui va permettre en effet de comprendre la structure de ces contrats. C'est très peu transparent, c'est pas divulgué. Et donc, il faut vraiment mener des enquêtes très serrées pour arriver à voir quelle est la nature des échanges qu'il pourrait y avoir entre telle entreprise qui a un drapeau sur la carte et les services de l'État qui, à Paris, qui au niveau de la DEAL, est local. Question par ici. Il y a deux questions. Donc, vous viendrez après, monsieur. Il y a d'abord monsieur là. Excusez-moi. Merci. C'était simplement déjà pour souligner qu'il y a une revue qui a été publiée en début d'année, la revue Z, qui est consacrée à la Guyane et qui a fait un très beau numéro, très complet, très bien construit, autour de cette question de la montagne d'or et de tout un tas d'autres enjeux qui sont propres à la Guyane. Et d'ailleurs, il me semble qu'avant, plutôt que même de parler d'extraction de l'or, aujourd'hui c'est de la production de l'or, dans le sens où ils récupèrent juste des molécules emprisonnées dans la roche pour ensuite les agglomérer avec ces principes de cyanure, de mercure, etc. Et c'est plus de l'extraction telle qu'on peut se l'imaginer en voyant l'orpailleur avec son tamis dans la rivière, mais c'est vraiment un processus de production industrielle. Et il me semble que le rapport, c'est 1 gramme d'or pour 1 tonne de roche. Vous avez dit tout à l'heure 16 grammes, ça me semblait beaucoup. Je crois que, bon, peu importe, c'est pas la question des chiffres, mais en tout cas, c'est ridicule. Et aussi souligner le lien entre l'orpaillage légal et l'orpaillage illégal, parce que les grands projets de mines ouvrent des voies à travers la forêt, qu'utilisent ensuite les orpailleurs illégaux, et donc il y a une imbrication très forte entre les projets légaux et illégaux, et donc empêcher les projets miniers légaux, c'est aussi empêcher l'orpaillage illégal, puisqu'ils profitent des mêmes centres d'approvisionnement de nourriture pour leurs ouvriers. Enfin bref, il y a une imbrication entre le légal et l'illégal qui est très très forte, quoi. C'est pas deux mondes séparés, loin s'en faut. Et simplement pour terminer quand même avec une question, c'est qu'il y a tout un travail depuis plusieurs années qui est entamé en Guyane autour de la question ou de l'usage ou carrément de la propriété collective des terres par donc les peuples autochtones, et qui me semble, donc j'aurais voulu savoir un petit peu où est-ce que ça en est, l'état d'avancement de ces travaux, des discussions autour de ces questions, et qui me semble être extrêmement nourrissante aussi pour penser ici des alternatives à un simple rapport de propriété individuelle et d'exploitation de la terre, quoi. Je vais d'abord répondre pour les orpailleurs
illégaux et leur paillage légal, les mines légales. C'est vrai que les miniers disent que quand on installe une mine légale, ça empêcherait les illégaux de venir. Ce qui est absolument faux, parce qu'autour des mines légales, il y a toujours des illégaux qui gravitent. Et comme disait quelqu'un, entre ces deux-là, il y a comme un papier de cigarette. C'est très... Donc, et en ce moment, c'est ce que la DL dit, si on installe des légaux à la place des illégaux, ils ne viendront plus. Alors, c'est complètement faux. Au contraire, ça les attire parce qu'ils sont là pour ramasser les miettes, pour travailler avec eux. Donc c'est ce slogan de dire les légaux vont chasser les illégaux, c'est faux. Maintenant, pour les terres de les concessions, c'est vrai que le Grand Conseil coutumier a demandé lors des mouvements sociaux 400 000 hectares pour les peuples autochtones de Guyane. Là, c'est en voie de constitution parce qu'il faut d'abord trouver quel moyen de récupérer ou mettre ces 400 000 hectares. Et les populations autochtones se sont réunies, les 6 peuples se sont réunis pour savoir comment gérer ces 400 000 hectares. D'ailleurs, comment les partager et comment faire, mais c'est en bonne voie. Donc, je crois qu'ils auront la discussion parce que j'ai appris que la ministre des Outre-mer sera en Guyane à la fin du mois. Et je sais que dans l'ordre du jour, il est question du foncier et des 400 000 hectares. Et déjà, depuis quelque temps, il y a des chefs coutumiers qui, depuis des années, ont demandé des SDUC, des zones de droit d'usage, parce que le village s'agrandit, la population augmente, les jeunes ont besoin de s'installer, donc il faudrait davantage de terres. Et jusqu'à présent, les demandes de zones de droit d'usage n'ont pas été acceptées. Et depuis quelque temps, je donnerai l'exemple d'un village, Bellevue, qui depuis 30 ans avait demandé une zone de droit d'usage, elle a eu, il y a quelques mois de ça. Et depuis un certain nombre de temps, effectivement, il y a des pourparlers avec les services de l'État pour que ces villages qui sont demandeurs depuis des années aient leur zone de droit d'usage. Donc, je crois que c'est en bonne voie, j'espère aussi. J'espère. Je voudrais faire un petit point sur la question de la propriété foncière et des peuples autochtones en Guyane. La Guyane se caractérise par une colonisation qui a commencé au XVIIIe siècle avec une théorie de la terre vacante et sans maître. Donc l'État français s'est approprié de la totalité du territoire et du foncier qu'il maîtrise à hauteur de 95%. Et du coup, les peuples autochtones ont lutté, revendiqué pour avoir des terres collectives sur lesquelles développer leurs activités de subsistance, pour lesquelles ils ont besoin et qui leur servent non seulement à se nourrir, mais également à reproduire leur culture. Ils ont besoin de différents objets et aliments et relations avec le territoire. Et c'est après une lutte qui a commencé dans les années 80 qu'ils ont fini par obtenir en 1987 et par décret ces zones de droit d'usage collectif, qui sont des zones sur lesquelles ils ne sont pas propriétaires, mais dont ils ont l'usufruit. Par conséquent, la sécurité foncière est très faible, et c'est sur ces zones de droit d'usage collectif que les autochtones de Guyane, les différents peuples, réclament depuis longtemps ces ampliations. Et comme l'a expliqué très bien Kadi, il a fallu plus de 30 ans pour qu'un petit village de Bellevue obtienne quelque chose. Donc les 400 000 hectares sont porteurs de beaucoup d'espoir, et effectivement, on ne sait pas très bien où seront localisés ces différents hectares et comment ils seront répartis, mais c'est un chantier en cours. Si vous permettez, s'il n'y a pas d'autres questions, on pourrait passer maintenant à notre deuxième intervenant. Ah, monsieur,
Monsieur, excusez-moi. Voilà. Après, monsieur, on passera à la deuxième intervention de Giliardi, parce que ça va présenter aussi beaucoup de questions très intéressantes. Je m'interrogeais sur la mobilisation qui pouvait exister plus généralement en Guyane, parce qu'on a parlé des peuples autochtones, mais est-ce que les autres réagissent aussi? Les autres qui sont majoritaires numériquement? Oui, parce que nous sommes à plus de 30 associations guyanaises, tout confondu, qui se sont regroupées dans le collectif Hors de Question. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, 70% de la population guyanaise et même plus sont contre ce projet. Seuls les dirigeants, dont le président de la CTG, les maires, certains maires, sont pour ce projet parce que, disent-ils, porteurs d'emplois, ça va créer des emplois. Donc, il faut absolument qu'on ait des mines. Donc, c'est leur slogan. Mais nous sommes contre ce projet. La population guyanaise est contre ce projet. Et quand nous faisons des manifestations, les peuples autochtones font des manifestations, nous sommes soutenus par la population guyanaise. Et donc, je ne sais pas si vous connaissez une association qui s'appelle Trop Violence, qui est à l'origine, qui s'est formée au moment des mouvements sociaux en Guyane d'il y a 2 ans. Et ils sont toujours très actifs et ils sont toujours. Quand nous manifestons pour protester, pour contester, nous sommes accompagnés, ils nous soutiennent et nous faisons de même. Quand eux, ils nous appellent pour quoi que ce soit, nous sommes présents. C'est-à-dire que nous essayons de mutualiser nos efforts, de mutualiser nos combats pour être beaucoup plus forts. Et puis, je pense que c'est ce qui a fait aussi que le projet Montagne d'Or soit stoppé pour l'instant. Et c'est ce qui fera que le projet ne se fera pas. Voilà, merci beaucoup Kadi. Je pense que c'est vraiment important qu'on ait entendu une personne de Guyane, Kalinia, parler au nom de tous les Guyanais et de tous les peuples autochtones sur cette question-là. Maintenant, nous allons effectivement passer la parole à Giliardi, que je vais introduire très brièvement. Giliardi est le cacique donc Juruna de la Terra Pakisamba, du Xingu. Et très rapidement, parce que c'est important de l'écouter, donc je ne vais pas aller trop vite non plus, mais quand même, je voudrais vous situer le problème du Brésil et des peuples autochtones par rapport au secteur minier, vraiment en me centrant sur cette... Vous avez ici une carte où vous avez la représentation des peuples autochtones au Brésil, et les ronds marrons plus grands signifient qu'il y a plus de peuples autochtones que les petits ronds. Donc vous voyez effectivement la distribution des peuples autochtones au Brésil, et vous voyez également que le Brésil est en train de se développer comme un secteur minier important. Il y a beaucoup d'industries minières au Brésil, donc les plus connues c'est le charbon, mais l'Amazonie connaît une véritable ruée vers l'or depuis les années 70. Il y a des grandes mines de fer également. Il y a aussi de l'exportation de quartz, de beryllium, d'étain, de manganèse, de chrome, de zirconium, de phosphate, d'argent, de bauxite, de mica. Et l'exploitation de l'or est en train de monter de manière plus importante au Brésil, qui est devenu le 10e pays producteur-exportateur d'or. Il a remplacé récemment l'Indonésie. Et en ce moment, il y a une course assez effrénée entre les différents pays producteurs d'or. Les peuples autochtones du Brésil, c'est un grand nombre de peuples, hein. Il y a plus de 300 peuples autochtones, et il y a aussi qu'on appellera donc les povos indígenas do Brasil, 69 peuples isolés. C'est important les peuples isolés parce que ce sont des gens qui ont été en contact et font partie de groupes qui ont été en contact et qui ont décidé de sortir de ces processus de contact pour rester tranquilles un peu dans la forêt, et qui sont aujourd'hui rattrapés par tous ces processus de colonisation, d'extraction minière et de bouleversements territoriaux.
Les peuples autochtones du Brésil, par la loi, et je ne rentrerai pas trop dans les détails, mais ils bénéficient de terras indígenas, qui sont donc des territoires qui leur sont reconnus en assez grand nombre, d'une certaine façon. Vous les voyez en vert dans la carte. Évidemment, là, c'est un petit problème sur la visibilité de l'écran, mais enfin, vous pouvez deviner. Voilà, tous les points en vert, là, ce sont des terras indígenas reconnues. Et on a un souci sur les terras indígenas. 462 sont véritablement démarqués, enregistrés, homologués avec un sceau présidentiel, et un très grand nombre de l'ordre de 300 demandes sont en cours ou en cours d'examen ou en cours d'homologation et n'ont pas le sceau présidentiel. Et aujourd'hui que le président Bolsonaro est arrivé au pouvoir et qu'il a déclaré qu'il n'y aurait plus un centimètre carré pour les peuples autochtones, la menace est extrêmement grave sur leur possibilité pour les peuples autochtones de rester sur leurs terres. Les terres sont insuffisantes et c'est le cas de la terre Juruna qui a demandé une ampliation et je pense qu'il va en parler, donc je vais pas approfondir. Et donc il y a un certain nombre de peuples qui se retrouvent en situation extrêmement limite d'être sortis de leur territoire, de traîner au bord des routes, d'être bousculés par les processus, disons, de colonisation, de modernisation, d'enrichissement, et qui les laisse vraiment à part. Les terres indigènes du Brésil, c'est une propriété de l'Union. Juste qu'on comprenne un petit peu la nature de la propriété foncière et de quelle est la base et la sécurité juridique dont ils peuvent bénéficier. Donc ça peut être habité par un ou par plusieurs peuples autochtones. C'est utilisé pour des activités productives. C'est indispensable à la préservation des ressources environnementales. C'est nécessaire à leur bien-être et à leur reproduction physique et culturelle, conformément à leurs us, coutumes et traditions. Et c'est un type très particulier de possession, qui est une possession collective, inaliénable également, mais qu'on ne peut pas confondre avec le concept civiliste de propriété privée. Ils n'ont pas la propriété de leur terre. Et c'est l'Union qui est propriétaire de leur terre. Donc c'est ce processus-là qui permet effectivement de les conserver. Le statut des peuples autochtones au Brésil a évolué. Ils ont été considérés comme des mineurs absolus jusqu'en 1988. C'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas aller directement faire un acte légal. Il fallait qu'ils soient accompagnés par un blanc pour faire un acte légal. Jusqu'en 1988, ils étaient considérés comme des mineurs. Donc, ils n'avaient pas la capacité juridique. Ça a changé et aujourd'hui, ils s'organisent et ils se défendent. Je voudrais passer 5 minutes d'un leader autochtone connu qui est David Kopenawa, qui a reçu le prix alternatif, le prix Nobel alternatif en 2019, qui a reçu le prix qui en anglais s'appelle The Right Livelihood Award, et il dénonce dans cette courte vidéo, il dénonce l'invasion de la terre indigène Yanomami dans l'état de Roraima par les chercheurs d'or illégaux. On est tout à fait en haut de la carte, là où il y a un hotspot tout noir en haut à gauche, là. On se situe là-haut. Et donc vous allez voir un petit peu, parce que c'est la même situation que celle qu'a décrit Kadi, de leur paillage illégal, d'invasion, et ce sont des milliers et des milliers de garimpeiros. Et aujourd'hui, ces milliers de garimpeiros, ils attendent effectivement à la vie des peuples autochtones qui vivent là. Il y a plusieurs assassinats, et il se trouve que je suis sur un certain nombre de réseaux sociaux, et tous les jours, il y a des nouvelles d'assassinats, tous les jours. Donc c'est vraiment gravissime. Donc on va écouter 5 minutes et après, Gilles Diarlet va parler du projet de Belo Sun, qui est un projet de mine à ciel ouvert qui veut être la plus grande du Brésil. Alors on y va. Est-ce que vous avez besoin de traduction pour l'anglais? Non. Como aconteceu em 1986. Está retornando de novo, está entrando. Muita gente está de volta aqui na nossa terra, porque a nossa terra é muito rica de pedra, que ninguém come, ninguém enche barriga. Só está problema, só está briga, só
toda a doença. Futura geração meu, Yanomami, vai sofrer. As lideranças estão ficando velhas. Vocês novos têm que aprender a enfrentar a onda da cidade, como eu aprendi. Eu aprendi conhecimento ecológico com o meu povo passado. O mercúrio usado por garimpeiros na extração do ouro está contaminando os índios que vivem na terra indígena Yanomami, em Roraima. Essa é a conclusão de uma pesquisa feita pela Fundação Oswaldo Cruz e pelo Instituto Socioambiental, a pedido da Rutucara Associação Yanomami. Em novembro de 2014, uma equipe de pesquisadores da Fiocruz, antropólogos e intérpretes do ISA e líderes indígenas viajou por ar, terra e água para chegar às 19 aldeias nas regiões de Papiú e Huaycás, em Roraima, onde vivem os índios Yanomami e Ecoano. Na ocasião, foram coletadas 239 amostras de cabelo, priorizando os grupos considerados mais vulneráveis à contaminação: as crianças, as mulheres em idade reprodutiva e os adultos com algum histórico de contato direto com a atividade garimpeira. Também foram coletadas 35 amostras de peixes, que são parte fundamental da dieta alimentar desses índios. Em março de 2016, o resultado da pesquisa foi apresentado em primeira mão às comunidades envolvidas no projeto. Na região de Huaycás, 27,6% das amostras de cabelo apresentaram índices preocupantes de mercúrio. Na região do Papiú, 6,7% das amostras apontam altos índices dessa substância. O resultado dessa pesquisa foi traduzido nas línguas Yanomami e Ecoano e apresentado com a participação de intérpretes para garantir a compreensão por parte de todos os envolvidos na pesquisa. Na apresentação dos resultados também foram devolvidas as amostras de cabelo, atendendo a uma demanda importante dos Yanomami. Agora que nós estamos vendo aqui uma necessidade muito grave para nós, e daí que será que tem alguns órgãos que podem ajudar com a gente para combater com essas mercúrios dos nossos corpos? Após a apresentação das comunidades, uma comitiva foi a Brasília divulgar o diagnóstico junto aos órgãos responsáveis. Foram entregues cópias às presidências da FUNAI e do IBAMA, ao coordenador da Secretaria Especial de Saúde Indígena, ao Ministério Público Federal e à relatora especial sobre direitos indígenas da ONU, que estava em visita ao Brasil. Entre as recomendações feitas pela comitiva, as mais urgentes são a análise clínica das pessoas contaminadas por mercúrio e a paralisação imediata da atividade garimpeira na terra indígena Yanomami. Todas as crianças que aparecem nesta cena apresentam alto índice de mercúrio no corpo. Garantir aos povos indígenas o direito à vida é a nossa causa.
Voilà, donc on a vu là un court extrait visuel qui montre en effet l'état de la santé publique et de l'affectation par l'or, donc de la population. Et ça illustre particulièrement une des propositions des peuples autochtones qui est que la dégradation de l'environnement par toutes sortes d'activités industrielles est aussi une dégradation de leurs propres conditions de vie et conditions de santé. Et c'est un point que sans doute Guilliardet va développer. Alors, je vous ai introduit ici juste la carte. On se situe dans le Xingu et a palavra é vossa. Muito obrigado, cacique. Boa tarde. Eu me chamo Giliardi Juruna, sou o cacique da aldeia Moratô, na terra indígena Paquissamba, localizada na Volta Grande do Xingu, próximo da barragem de Belo Monte. Bonsoir, je m'appelle Giliardi Juruna, je suis le grand chef du peuple Juruna de la Volta Grande do Xingu. Eu vou falar pouco dos problemas que está acontecendo na região, com a questão de Belo Monte e do novo empreendimento que está querendo se instalar na região, que é a mineradora Belo San, canadense. Je vais vous parler un peu des problèmes de la région, surtout après la construction du barrage de Belo Monte et maintenant avec une nouvelle menace qui se présente, qui est le grand projet minier de la canadienne Belo San. Hoje a gente vive numa região que não tem mais peixe, né? Não tem mais rio para a gente navegar por causa que ele foi desviado, né? Se vocês verem no mapa, pode. Se vocês verem no mapa, foi feito um desvio do rio, né? Onde a água que passava antigamente, né? O rio foi desviado e hoje ele é controlado como uma torneira e por isso vem dificultando a nossa sobrevivência na région. Oui, aujourd'hui, nous vivons sans poissons et nous ne pouvons plus pêcher et nous ne pouvons plus naviguer comme avant parce que à cause du barrage, la rivière, comme vous pouvez voir sur cette image, a séché. Le niveau d'eau a beaucoup baissé et cela fonctionne comme si c'était un robinet que le barrage, l'entreprise, l'usine hydroélectrique ouvre et ferme selon ses nécessités. Então, nessa parte que eles controlam a torneira, já morreu cerca de 20 toneladas de peixe, onde afeta a alimentação da nossa população, né? Onde a gente não tem mais os pontos de pesca que a gente pescava antigamente, perdemos, né? E acaba também com a nossa cultura, né? Que hoje a gente não brinca mais de bola, né? Por causa do carapanã, não sai mais cedo e nem à tarde, por causa desses insetos, né? Que a gente não tinha muito antigamente. À cause de ce robinet qui ferme l'eau, nous ne pouvons plus pêcher et cela impacte aussi notre mode de vie. Par exemple, nous ne pouvons plus jouer au foot, ce qui était très important pour nous, à cause d'une espèce de moustique qui est apparue et qui nous dérange beaucoup. Et nous avons perdu aussi, à cause de ce robinet, à peu près plus de 20 tonnes de poissons jusqu'après la construction du barrage. Então, essa barragem, né? Ela não tem nenhuma no mundo que eu saiba que foi desviado o rio para gerar energia, né, e deixar aquela parte seca, né? Esse é um teste que eles estão fazendo lá na região e onde, né, os peixes não conseguem mais desovar porque não chega a água suficiente para ele chegar na Piracema, né? Onde eles não conseguem se alimentar porque o fruto está caindo dentro d'água, onde o tracajá também não consegue se alimentar porque o fruto cai todo no seco, então isso estão morrendo esses peixes, estão magros, não estão produzindo, isso acaba nos afetando muito na nossa região que a gente vive décadas e décadas.
Oui, il paraît que c'est une première façon de faire fonctionner une usine hydroélectrique. Il n'a jamais entendu parler d'une usine qui fonctionne comme ça, de cette façon, qui a dévié toute une rivière et fait sécher une grande partie de la rivière et qui a créé ce système de robinet qu'ils appellent un hydrogramme de consensus, que les peuples autochtones appellent hydrogramme de conflit, et qui les a beaucoup impactés, surtout parce que, comme la rivière a beaucoup séché, les poissons ne peuvent plus manger les fruits qui tombaient dans l'eau. Les fruits ne tombent plus dans l'eau, ils tombent par terre. Ça fait que les poissons sont maigres, ne grossissent plus. Les poissons aussi ont du mal à se reproduire parce qu'ils n'arrivent plus à nager à l'endroit où ils se reproduisaient. Et aussi le tracaja, qui est une espèce de tortue qu'ils mangent dans la région et qui n'arrive plus à manger non plus et qui n'est pas assez grosse pour qu'ils puissent s'alimenter. Alors ça a beaucoup affecté leur alimentation. Então, é uma região que está em monitoramento durante 6 anos, né, para ver se vai existir vida na região ou não, né, onde eles possam se dizer que, se não houver vida, vai ter que saltar mais água, vão ter que se comportar conforme isso, e onde eles fazem o monitoramento, né, que essa empresa é uma empresa da própria Norte Energia, onde os dados todos são favoráveis à empresa, né, onde a gente... L'usine hydroélectrique a déterminé un suivi, une surveillance pendant 6 ans et l'entreprise qui a été employée pour faire cette surveillance est payée par l'usine hydroélectrique. Donc les techniciens sont toujours, les données qu'ils produisent sont toujours favorables à l'usine et ces 6 ans de surveillance, en fait, c'est pour voir si le niveau d'eau qu'ils libèrent est suffisant pour maintenir la survivance, la survie des peuples autochtones de la région. Então, isso acaba nos comprometendo a comprar mais produto da cidade, porque a água está poluída, né? E os peixes estão morrendo, a gente não sabe o que é, né? E a gente foi também... Por conta própria, a IMIX, né, a Associação da Aldeia Muratu, a gente faz um monitoramento independente, né, já há mais de 4 anos. Né, a gente tem um livro, que é o Atlas, está saindo o 2º agora, onde a gente, todo peixe que a gente pega, a gente pesa, mede, né, vê o que ele consome, né, e vê também a questão da distância que a gente está indo pescar agora, que a gente está levando mais tempo, né, que antes não levava tempo para pegar o peixe para sua alimentação, né. E isso todos esses dados a gente está botando em nota também, e hoje foi reconhecido pelo IBAMA através de muita briga, né? Também o nosso monitoramento hoje também ele é reconhecido pelo IBAMA. Oui, alors nous avons aussi beaucoup de mal à pêcher parce que maintenant il faut qu'on aille beaucoup plus loin pour trouver des poissons. L'eau aussi est contaminée, nous trouvons beaucoup de poissons morts. Et enfin, ils ont créé une association, l'association de la communauté Muratu, et ils ont décidé de faire leur propre suivi. Voilà, leur propre suivi. Je montre, c'est ça, c'est le document. Et qu'est-ce qu'ils font ? Ils mesurent les poissons qu'ils pêchent, ils pèsent les poissons et ils font leur propre contrôle. Et maintenant, ce suivi a été reconnu par l'IBAMA, qui est l'Agence nationale des questions environnementales. Então, a gente foi atropelado por Belo Monte, né? Não foi feito as oitivas indígenas, para a gente ter a nossa decisão se aceitava ou não Belo Monte, ele foi atropelado, né? Então, hoje, a gente está aqui na França, mas a gente está muito preocupado porque estão acontecendo lá que a barragem foi mal projetada, que a água está pegando embaixo do nível das pedras e arriscado varar por baixo. Então, minha mulher mesmo está aqui, está muito preocupada com nossos filhos, que a gente, com todo mundo que mora abaixo da barragem, né?
para saber o que vai acontecer. Não sei se vocês estão acompanhando, mas no Brasil está ficando meio séria essa questão. Il dit que lui et sa femme, ils sont là en France, mais ils sont très inquiets de ce qui se passe chez eux en ce moment, parce qu'ils savent que le barrage qui a été construit, il y a des problèmes de construction, des problèmes d'ingénierie qui ont été identifiés, et maintenant, après les tragédies que le Brésil a vécues, ils vivent dans la peur que ce barrage vienne à se rompre. Então, a gente tem problema grande, né, que é Belo Monte, e hoje está querendo se instalar outro problema, que é a mineradora canadense, né, que a gente nem sabe como que vai ficar a região, porque tem 6 anos de monitoramento, né, para saber se realmente vai existir vida naquela região. E já estão querendo aprovar outro projeto grande. Então, são os 2 maiores projetos, né, do Brasil, na mesma região, né. Então, com isso, a gente... Oui, oui, merci. Bon, il dit qu'ils ont été écrasés par Belo Monte et qu'en ce moment, ils se voient de nouveau menacés par un deuxième grand projet de développement. Il dit que ce sont les des 2 projets très, très importants pour le gouvernement, Belo Monte et maintenant le projet de Belocin, qui est un projet la plus grande mine à ciel ouvert au Brésil pour l'exploitation d'or. Et il a dit aussi qu'ils n'ont pas été, pour Belo Monte, ils ont été écrasés. Il a dit qu'ils n'ont pas été consultés. On ne leur a pas demandé leur avis. Et c'est incroyable qu'un deuxième grand projet vienne se faire dans leur région, proche à leur terre. Então, da mesma forma que Belo Monte atropelou a gente, Belocin quis atropelar também, né? Sem nos consultar, falou que nós não era impactado, porque a gente estava a mais de 10 quilômetros e para ele só é impactado quem está menos, mas como? Se a gente pode estar abaixo a 100 quilômetros, é impactado do mesmo jeito, porque Mariana estourou, né? A Brumadinho estourou, todo mundo que estava para o lado de baixo, todo mundo foi impactado a mais de 100 quilômetros, né? Então, eles foram atropelando, a FUNAI não nos apoiou, né, em passar os dados, em nada disso. Então, quando a gente soube, já foi que a mineradora já tinha tido a licença de instalação, né? Aí foi quando a gente tomou-se uma decisão. Bon, il dit que comme ils ont été écrasés par Belo Monte, maintenant Belocin veut les écraser aussi. Ils sont arrivés sans consultation, ils n'ont pas consulté les peuples autochtones. Et quand ils ont appris, quand ils ont découvert, Belocin avait déjà eu un permis d'installation. Et là, ils se sont mobilisés. Então, a gente se mobilizou, a gente foi em Brasília conversar com o desembargador, porque que eles tinham dado a licença para uma mineradora na região, que não sabe como que vai ficar o rio na região, né? Como que vai ficar a água, porque nós somos Iujá, dependemos do rio para sobreviver, nós somos os donos do rio, né? Então, como que ele queria fazer? Queria acabar logo com nós, por que que não jogasse uma bomba logo lá? Então, a gente foi lá, brigou e ele conseguiu paralisar a licença, né? Oui, alors ils ont été, le grand chef a été à Brasilia, il a été avec des juges et il a demandé aux juges qui étaient en train de juger la demande de le permis d'installation, enfin, comment ils pouvaient libérer un permis d'installation dans une région déjà tellement fortement impactée par Belo Monte. Il a dit, vous voulez nous tuer, comment vous pouvez permettre Belocin de venir s'installer dans nos terres? Qui sont les maîtres du fleuve. Ah oui, bien sûr. Les Gouruna sont un peuple de navigateurs, de canoës, et donc la mort de cette rivière, mort de ce mode de vie, la disparition des fleuves et des poissons, c'est la mort du peuple. Voilà, il a dit, nous sommes les Iujá, les seigneurs de la rivière.
Et s'ils tuent la rivière, ils survivent pas. Então, se passou-se um ano, né? A mineradora voltou depois de um ano para tentar rever a licença, mas nesse ano que a gente passou parado, a gente fez o protocolo, né? Dizendo, botando nossas leis, como que a gente quer que seja feito, né? Que o governo não fale por nós, nem a FUNAI, porque quem está lá, quem sofre somos nós, quem sabe o que quer somos nós, né? Não é o governo, não é a FUNAI, porque só fica lá preso, né? Não vai lá viver na nossa região. Então, a gente voltou-se com um protocolo já pronto, né? E... Vai, depois eu termino. Ok. Ils ont été à Brasilia et ils ont réussi, après avoir parlé avec les juges, à suspendre le permis d'installation. Et ils ont fait un protocole de consultation d'après la convention 169 de l'OIT. Et dans ce protocole, c'est leur loi. Et ils ne veulent pas que ça se passe comme ça s'est passé avec Belo Monte. Maintenant, ils exigent, ils demandent d'être écoutés et que leur avis soit pris en considération. Então, nessa outra decisão, né, que os desembargadores e o DA, a gente chegou lá de novo, conseguiu paralisar de novo a licença, por causa que a gente falou que queria ser ouvido, né? Nosso protocolo, se tinha validade ou não. No momento, tinha vários povos indígenas que tinham protocolos, o Ayampi tinha protocolo já, mas só que não era respeitado ainda e o juiz não era, como que se diz assim, tinha uma determinação judicial maior, né? E o juiz falou que, naquele momento, né, tinha que ser respeitado o protocolo de cada povo. Então, o nosso protocolo ganhou uma força grande no Brasil, porque hoje qualquer minerador, qualquer empreendimento que vem se instalar na região, tem que seguir o protocolo daquele povo, se ele tiver, né? Então, na época lá que teve a audiência que era para ser julgada, né, a gente precisava de 3 votos também, né? A SEMA falou que o pessoal da região estava passando fome, estava precisando de necessidade, né? Queria o empreendimento na região, né? Então, a única forma de tirar o pessoal da miséria era uma mineradora, né? E o desembargador falou que não, mineradora nenhuma resolvia o problema daquelas comunidades, porque se resolvesse, né, Serra Pelada não estava na situação que estava. Então, por esse motivo, ele manteve-se a licença paralisada. Il y a eu 2 jugements déjà et les 2 jugements, ils ont réussi à avoir le permis suspendu et ils ont aussi réussi que leur protocole, il insiste sur l'importance de ce protocole. Il y a d'autres peuples autochtones au Brésil qui ont fait des protocoles de consultation, mais ces protocoles n'ont jamais été respectés. Et il insiste sur l'importance du protocole qu'ils ont fait. Maintenant, il dit, si jamais il y a une entreprise, n'importe quel projet minier qui arrive chez nous, il faut qu'ils suivent notre protocole de consultation. Então, a empresa, para ter continuidade agora, tem que seguir o nosso protocolo, conforme nós manda, né? Ela quis fazer um estudo na nossa terra durante uns 15 dias. A gente falou que um estudo para fazer no Rio Xingu de 15 dias não é suficiente, isso leva anos. Então, que deveria ser pelo menos um ano, no inverno, no tempo da cheia e no tempo da seca. Isso eles estão fazendo agora, né? Mas a gente já está com um ano, eles estão lá trabalhando com a gente, fazendo esses estudos. Vai entregar o relatório final agora, eu acho que nesse mês de dezembro, para a gente analisar o relatório e levar para o Ministério Público, juntos os órgãos parceiros da gente, né, que possa nos ajudar para saber se está certo ou não. Aí cabe a nós, se nós aprovar o relatório, aí eles vão de novo a Brasília para poder pedir a licença. Se nós não aprovar, eles com certeza vão pedir do mesmo jeito a licença. Alors leur première exigence, c'est que, ils ont demandé un rapport aux experts de l'usine, enfin, excusez-moi, du projet minier de Belocin,
Et les techniciens voulaient faire ce rapport en 15 jours. Alors ils ont exigé, ils ont dit non, si vous voulez faire un rapport pour voir ce qui se passe au Xingu, il faudra au moins 1 an pour voir la rivière, la montée et la descente du niveau d'eau de la rivière. Alors ils sont en train de faire ce rapport et quand ce rapport sera présenté, ils seront ensemble avec les techniciens pour... cela fait partie de l'action judiciaire, bien sûr, de l'exigence, et l'action est toujours en marche, en fait. Nós todos somos contra o empreendimento de mineração, né? Mas como está acontecendo o estudo, a gente botou nossas condições. Caso ela venha sair, a gente vai querer isso, 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 se ela sair. Mas é uma coisa que a gente não quer que aconteça na nossa região. Nous sommes contre le projet minier de Belocin. Et en ce moment, ils sont en train de développer cette étude, ce rapport. Et comme ils sont en train de faire ça, ils sont contre le projet, mais ils exigent être au courant, voir qu'est-ce que dit le rapport, accompagner le rapport. Et si jamais ça se met en place, il faudra que Belocin respecte leurs décisions. Então a gente está lá, estamos lutando pela preservação do meio ambiente e contamos com o apoio de todos os parceiros que estão prontos a nos ajudar, são bem-vindos para lutar contra esses grandes empreendimentos na região, porque isso só acaba com a nossa vida e com o futuro dos nossos filhos. Obrigado. Estou aqui pronto para responder alguma pergunta aqui. Obrigada, cacique. Il dit qu'ils sont prêts pour lutter contre ce projet et que l'aide de tout le monde est bienvenue parce qu'ils luttent aussi pour la préservation de leur habitat naturel, de l'environnement et que l'aide de chacun est la bienvenue. Il est prêt pour répondre à vos questions. Merci. Muito obrigado, cacique, pour la présentation. Merci beaucoup, Gagliardi, pour la présentation. Pour le public, peut-être que je pourrais donner 2 petits points de précision, ou 3. Un point de précision dont il faudrait savoir que c'est un projet qui va se dérouler sur 12 ans et qui vise à extraire 73 tonnes d'or, qui va creuser jusqu'à 220 mètres sous terre et donc sortir effectivement énormément de rejets, donc le barrage des rejets dont ils craignent l'effondrement et la ruine du territoire, comme ça se passe derrière dans l'image. C'est un barrage qui vise à retenir 35 millions de mètres cubes de rejets. Donc c'est énorme et c'est assez mal construit, donc ils ont extrêmement peur de la rupture du barrage et donc ils ont extrêmement peur également de la nature des études que réalise Belocin comme entreprise, tant pour l'impact sur les populations locales que pour les conditions environnementales, sociales, économiques et ingénieriques après l'exploitation. Et donc ils sont préoccupés de cela. Deuxième point d'importance, Belocin est en train d'agir en rachetant des terres, en obtenant des permis de ci, de là, dans une complète opacité. C'est-à-dire que les prix ne sont pas transparents, ils vont négocier avec les uns, avec les autres, personne n'est au courant de qui vend quoi. Et donc ça divise énormément tout le tissu local et c'est extrêmement problématique. Et troisième point d'information qui est important, c'est la question de la consultation et du consentement. On a parlé de la Convention 169 de l'Organisation internationale du travail, qui est le seul organisme, le seul instrument juridiquement contraignant actuellement existant pour protéger les peuples autochtones. Ça a été adopté en 1989 et ça a été complété ensuite par la Déclaration des droits des peuples autochtones. Ceux qui ont ratifié la Convention 169, ce qui est le cas de 23 pays dans le monde et de 15 pays latino-américains, 17 pays latino-américains, doivent respecter cette Convention 169. C'est le cas du Brésil. Et la Convention 169 précise qu'il doit y avoir consultation
en vue d'obtenir le consentement des autochtones concernés par toute mesure administrative les concernant, et il faut étendre cela aux mesures législatives et aux mesures d'investissement direct et économique. Donc ça, on est dans un point tout à fait problématique, là, de violation d'un engagement auquel il doit être tenu. Et on observe aujourd'hui que les conditions de consultation sont vraiment fortement problématiques, on reviendra sans doute dessus demain, mais les autochtones aujourd'hui sont en train de dire à quelles conditions et comment ils veulent être consultés. Et c'est très important, l'idée est d'obtenir le consentement. Et on est là dans un modèle différent de celui qui existe en Guyane, parce qu'en Guyane, la Convention 169 n'est pas applicable, la France n'a pas ratifié. Donc la France applique le modèle général de consultation par enquête d'utilité publique, et les autochtones sont parmi les autres membres de la population consultés comme les autres. Donc là, on a deux articulations à penser bien différentes. Maintenant, je vais laisser la parole à la salle pour poser des questions à Guiliarde. Oui. Compte tenu que le Brésil est un des pays les plus corrompus du monde et que ce monsieur raconte n'est pas inconnu en Brésil depuis très longtemps. Deuxième point, que Zula est maintenant libéré et tout ça s'est passé sous Zula et pas sous Bolsonaro. Comment, et pourquoi, deuxième point et troisième point, pourquoi ils ne font pas comme en Hong Kong de faire des rassemblages à Rio et à Brésil avec des milliers d'octonones de manifester comme à Hong Kong. Oui. Nós faz manifestação lá em... Nós só se for quase separado entre povos indígenas e o caraí, que é o branco, né? Porque quando é o indígena, lá no Brasil, eles falam que a gente tem um... Não é qualquer um que tira assim, demora mais um pouco. Então, a gente não faz, até agora, e não fizemos uma manifestação assim junto com o branco, porque eles não aceitam. Eles se dividem entre a gente para enfraquecer. Oui, il dit qu'il y a une grande séparation au Brésil entre les Blancs et les peuples autochtones. Ils peuvent pas, c'est très difficile de manifester ensemble. Il y a beaucoup de discrimination. Vous êtes tous rassurés sur ce qui se passe au Brésil. Voilà, là il y a... Bonsoir. C'était pour savoir déjà Bolsonaro, donc, parce qu'il y a beaucoup aussi sur le gouvernement qui est très contre. Est-ce qu'il y a un espoir qu'après ce gouvernement, il y ait un réel changement où les enjeux économiques du pays sont beaucoup trop justement dans cette corruption ? Eu acredito que vai mudar, porque a atitude do Bolsonaro, eu acho que ele entrou no lugar do PT, porque o PT passou 13 anos, né, e muita gente queria que mudasse, mas mudou para pior. Eu acredito que vai mudar com certeza. Il croit qu'après Bolsonaro, les choses vont vraiment changer. Parce qu'à l'époque de Lula, qui a été pendant 13 ans au pouvoir, c'était différent. Alors il croit vraiment qu'après Bolsonaro, les choses vont changer. Il a dit aussi que, surtout par tout ce que Bolsonaro a dit, toutes les menaces qu'il a proclamées. Il dit qu'il croit qu'il n'y a pas de façon que les choses deviennent pires de ce qu'elles sont déjà. Pardon. Un des points auxquels on est... un des points auxquels on est confronté aujourd'hui au Brésil est qu'il y a eu des changements constitutionnels qui ont été positifs.
Il y a eu à un moment donné un engagement à partir de 1988 pour les peuples autochtones, mais ensuite il y a eu aussi beaucoup de progrès qui ont été accomplis en termes de protection de la nature, de conservation de la nature. Et aujourd'hui, toutes ces protections sont en train de tomber. On a affaire à un gouvernement, effectivement, une bancada ruralista, qui est un lobby agraire extrêmement fort, ce qui pèse beaucoup sur le gouvernement Bolsonaro. Ce n'est pas que Bolsonaro, ce sont des intérêts fonciers, des intérêts agraires qui sont extrêmement puissants et qui ont commencé à opérer dans le tissu politique brésilien avant l'élection de Bolsonaro. Et ils sont très présents et ils veulent du soja et ils veulent du bœuf et ils veulent prendre de l'Amazonie. Et je pense que ce lobby-là et qui constitue finalement la droite, voire la droite extrême du Brésil, est vraiment en train de se renforcer. Et c'est quelque chose qui est né avant. Donc on a eu des promesses de révision constitutionnelle qui sont extrêmement alarmantes. Et pour la question de la mobilisation, pourquoi est-ce qu'ils ne se mobilisent pas? Il faut imaginer l'état des transports et de la distance au Brésil. On est dans un pays absolument immense. Les Indiens, ils ne roulent pas sur l'or, ils ne peuvent pas prendre des avions, ils n'ont pas des petites avionnettes qui sont affrétées pour transporter tout un peuple à aller à Brasilia. Donc ils vont régulièrement à Brasilia, ils vont, les chefs, ils font un certain nombre d'activités, mais on n'est pas du tout dans la situation d'une jeunesse dans un milieu... dans un hotspot urbain hyper industrialisé, assez riche, qui est le cas de Hong Kong. On n'est pas du tout dans cette situation-là. Et l'État la question qu'il a évoquée du racisme, de la distinction qu'il y a entre les Blancs et les Indiens est très fort. Très fort au Brésil, évidemment. Et ils sont très armés. Là, j'ai été, en l'occurrence, j'ai été dans un autre endroit chez les Tupinamba, où les Indiens Tupinamba ont fait de la récupération de terre pour pouvoir vivre dans des propriétés qui étaient tenues par des fazenderos et qui laissaient les terres incultes. Ils les ont récupérées et les fazenderos les menacent de mort et ils les assassinent. C'est ça qui se passe aujourd'hui. Até porque eu acho que uma manifestação grande dessa, ela tem um custo, né? Pode até ter um movimento grande, se a gente tiver uns parceiros, né, que nos apoia com a questão da logística, da alimentação, a gente pode fazer até uma manifestação grande, eu digo entre até só os povos indígenas, porque nós também somos muito, mas para isso, né, tem um custo, que é longe, né? Oui, il renforce là que vraiment les peuples autochtones sont loin du centre politique et que pour qu'ils se manifestent, il faudrait penser toute une logistique en termes d'argent, d'alimentation, d'installation sur place. A gente tem um movimento também que acontece de ano em ano, que é a ATL, o Acampamento Terra Livre, né, que se reúne vários povos do Brasil, né? Só que é pouca gente de cada aldeia, né? Mas mesmo assim a gente vai, né, com apoio tem o pessoal do CIMI, né, que apoia, tem outras instituições que apoiam também a logística, cada cá apoia com pouco, e a gente faz em ano, né? E a última vez que teve o 2017, né? A gente mandou 4 da nossa aldeia. Meu pai foi que foi já um idoso, né? 2 irmãos meus. Eu sei que lá teve até que eles estavam fazendo um protesto também sobre a questão da questão de muitos índios que morrem também, né? Levando os caixão, isso e aquilo, foi recebido com bala de borracha, né? Botou todo mundo para correr. Au Brésil, toutes les années, au mois d'avril, il y a un mouvement national des peuples autochtones qui s'appelle ATL, ça veut dire Campement Terre Libre. Et ce sont des milliers d'autochtones qui viennent de toutes les parties du Brésil camper devant le Congrès national à Brasilia. Et il raconte la dernière fois qu'il a été, parce que c'est 3 à 5 jours dans un bus, et ils sont campés dans la rue sans eau, enfin c'est très difficile de se déplacer pour participer de ce mouvement. Mais il raconte qu'en 2017, quand il a été à l'ATL, c'est le mouvement où les autochtones ont manifesté avec des cercueils devant le Congrès
et pour manifester contre les assassinats fréquents des autochtones au Brésil. Et la police est très violente, a réagi avec beaucoup de violence et des balles de caoutchouc, oui. Et ils ont été attaqués par la police avec du gaz et des balles de caoutchouc. Je donne tout de suite la parole, juste pour une note comme ça de perception mutuelle. La police, dans les Acampamento Terra Libre, fait de la dispersion avec des balles de caoutchouc avec une extrême violence. Et il y a eu avant un moment où, je crois qu'il y a 5 ans comme ça, où les Indiens sont rentrés dans le Parlement et ont voulu se faire entendre des politiques pour effectivement que leur voix soit entendue. Et ils avaient mis leur peinture et parfois ils avaient parfois leurs flèches et tout ça. C'était extraordinaire de voir les images de la panique complète qui s'est emparée des députés, du personnel de l'Assemblée, des fonctionnaires autour, qui ont cru qu'ils allaient véritablement être assassinés par les Indiens qui, à un moment donné, demandaient à être entendus. Et c'est ce problème-là d'une écoute non réciproque qui est qui existe et qui est donc les Blancs ont très très peur des Indiens, ne les écoutent pas, préfèrent les réprimer et préfèrent ne pas les entendre, même s'il y a un certain nombre de transformations qui ont eu lieu dans ces années où il y a des formes d'interlocution avec des organisations qui existent et des rencontres avec les ministères. Ils vont tout le temps au Brésil, ils vont tout le temps discuter avec les ministres qui sont responsables de leur secteur d'activité et n'obtiennent pas véritablement de transformation positive. Madame. Ce qui est frappant dans les deux témoignages, c'est que d'un côté, Madame est beaucoup plus optimiste. En fait, les droits des autochtones sont quand même plus ou moins reconnus et elle cherche vraiment, existent et elle cherche à faire reconnaître les droits. Tandis que de l'autre côté, le cacique, c'est assez pessimiste. Et la question que je pose, c'est il compte surtout sur l'aide internationale plutôt que sur un recours national, puisque ça ne marche pas. Et j'ose pas poser la question suivante, est-ce qu'il y a une issue positive ? Ela não... Eu sou cacique, para falar a verdade, eu sou cacique que eu não sou muito de palestra, assim, sabe? Eu sou cacique mais daquele de guerra. Na minha região, lá na nossa região, quando é para fazer alguma palestra, eu sou mais quieto, porque eu sou muito, questão assim, fala assim, alterada, né? Para questão de guerra, eu sou mais de mandar e eu sou mais brigão nessa questão. Hoje eu estou falando quieto aqui porque eu estou gripado, estou ruim que só, estou com a febre, desculpa aí, mas talvez eu possa ter meio fraco, né? Il s'inquiète un peu du message qu'il a passé, de l'impression pessimiste ou négative qu'il a dû passer. Il dit que c'est un chef qui n'est pas habitué au grand public, il n'est pas habitué à parler au grand public parce que c'est un guerrier. C'est un vrai guerrier qui a l'habitude de se lever et lutter et crier et bagarrer et pas parler comme ça en public. Mais si vous me permettez, en ce moment, l'État au Brésil, c'est l'ennemi des peuples autochtones. C'est pour ça que venir à l'étranger et dénoncer ce qui se passe est très important, à mon avis, pour les peuples autochtones du Brésil. L'État, Bolsonaro, c'est l'ennemi déclaré des peuples autochtones du Brésil. Merci à vous tous à la table de ces témoignages et de ces appels. Je voudrais dire au cacique qui n'a pas du tout à se poser la question de ce qu'il dit être sa non-habitude de parler au public. La raison pour laquelle votre message est reçu de la manière dont il est reçu, je crois que c'est une difficulté de perception par l'opinion publique en France de la brutalité des processus.
Alors, je voudrais, dans la suite de ce qu'a dit Irène Bélier, à propos de ces images de l'invasion par des Indiens militants du Parlement, indiquer qu'ils sont disponibles, visibles dans un film documentaire dont j'ai oublié, qu'elle me pardonne, le nom de la réalisatrice brésilienne, qui s'appelle O Processo, le procès, et qui est un film formidable, qui documente le processus de destitution parlementaire de Dilma Rousseff. Donc la caméra et l'équipe du documentariste est à l'intérieur de ce groupe de conseillers de Dilma Rousseff qui va essayer de déminer à l'intérieur du processus parlementaire l'intention de destitution. Et il se trouve que pendant que ce long procès se mène contre Dilma Rousseff de l'intérieur du Parlement, et va se tenir ce rassemblement devant le Parlement et cette intrusion. Et effectivement, vous avez raison, ce sont des scènes de panique. Un des grands intérêts du film O Processo, c'est qu'il documente d'une part ce qui a été le coup d'État parlementaire contre Dilma Rousseff, et donc la surpuissance du lobby de l'agrobusiness, mais qu'il documente aussi la combativité des communautés indiennes. Donc ça, c'est une chose... alors, vous pourrez retrouver ça, chercher sur Internet ou procès, etc. Et je voudrais signaler l'existence d'un autre film qui est effectivement est en première instance très choquant pour un spectateur d'Europe occidentale qui découvre la brutalité des processus. C'est le film qui s'appelle Martirio et qui a un titre qui est très parlant, de Vincent Carelli, qui est un film qui documente la lutte entre communautés indiennes et agrobusiness. C'est pas en Amazonie, c'est plus au sud, c'est plutôt du côté de la frontière du Paraguay. Voilà deux points de repère de documentaristes brésiliens. Et à ce moment-là, après, on écoute autrement les témoignages qui nous sont apportés de là-bas. Et voilà, force. Merci beaucoup, Jacques Lemierre, de nous conseiller ces films qui sont effectivement excellents et qui permettent de mieux comprendre la situation. Et c'est vrai que ces dernières années, les Indiens sortent beaucoup dehors pour pouvoir se faire entendre dedans aussi. Et ils essayent de consolider leur base de lutte par leurs propres moyens. Et c'est extraordinairement complexe, et compliqué et difficile parce que ce sont des petits peuples. Ce ne sont pas des peuples, c'est sur des... Voilà, le plus grand peuple d'Amazonie, je ne sais pas, doit avoir peut-être 40 000 personnes maximum, quoi. C'est vraiment des petits peuples. Donc c'est pas très facile d'arriver à construire une lutte politique totalement unie face à dans un État comme celui du Brésil, qui est un État fédéral avec des responsabilités partagées et où la corruption règne énormément, où le système politique et le système légal sont moi, je trouve fortement problématique, mais on n'est pas là pour faire le procès du Brésil. Mais quand même, leur accès est difficile. Et ils peuvent compter sur un certain nombre de procureurs, de fiscales, de, je ne sais pas comment on dit, de ministères publics qui viennent les aider. Mais ce n'est pas tout le système judiciaire qui est en faveur des Indiens. Eu assisti Martírios. Oui, il a dit qu'il a déjà vu le film Martirio. Oui. Alors, si nous n'avons plus de questions, je propose de lever la séance. Il y a quelqu'un qui a une question? Voilà, Leandro. Ce n'est pas vraiment une question, mais plutôt un commentaire. On a évoqué la responsabilité des entreprises canadiennes et la responsabilité de l'État brésilien. On n'a pas abordé la question de la responsabilité des entreprises européennes et françaises, puisque nous sommes en France. On oublie par exemple que les turbines de Belmonte ont été fournies par des entreprises françaises, que beaucoup d'entre nous ici dans cette salle, nous avons des comptes dans des banques qui financent ce genre d'activités. Et là, l'Union européenne est en train de signer un accord avec le Brésil qui ne contient aucune disposition contraignante pour des entreprises françaises et européennes d'une façon générale qui les oblige à respecter les droits des peuples autochtones. Il y a une tournée en ce moment des autochtones du Brésil, de la PIB, l'articulation des peuples autochtones du Brésil, qui fait une tournée en Europe pour demander justement d'intégrer dans cet accord
des clauses contraignantes pour les entreprises européennes. Donc juste un point sur ça. Merci beaucoup, Leandro, d'avoir fait ce point. En effet, c'est un accord entre le Mercosur et l'UE, au sein duquel le Brésil joue un rôle très important. Et en effet, il n'y a aucune conditionnalité droits humains et droits des peuples autochtones à l'intérieur de ces accords, particulièrement opaques pour les peuples autochtones. Merci à vous, merci de votre écoute. Et muito obrigado, Cacique. Merci beaucoup, Cady. Et on vous donne rendez-vous demain si vous voulez la suite du côté des droits des peuples autochtones.